Point de braquage, point de corde. La trajectoire tendue, épurée d'un sportif exceptionnel, d'un des plus titrés des sportifs français de tous les temps. Point de braquage, point de corde. La trajectoire précise, parfaitement maîtrisée de la vie d'un homme hors du commun. Point de braquage, point de corde. La trajectoire unique d'un champion adulé du public, admiré de ses pairs. Point de braquage, point de corde. La trajectoire millimétrique d'un pilote entré vivant dans la légende du sport automobile. Point de braquage, point de corde, la trajectoire étonnante d'un héros capable de verser des larmes de joie. Point de braquage, point de corde, la trajectoire éprouvante, parfois, d'un champion qui a aussi connu son lot de déceptions. De point de braquage en point de corde, Alain Prost a toujours suivi une trajectoire qu'il avait tracée seul et qui lui semblait être la trajectoire idéale. Une trajectoire qui le conduira à bâtir le deuxième palmarès de l'histoire du sport automobile mondial. Je considère personnellement que j'ai eu une chance absolument fabuleuse. Et que de toute façon, on peut toujours dire, dans certains cas, que c'était pas parfait, que sur le plan sportif, j'aurais pu avoir 6 ou 7 championnats, que j'aurais pu avoir moins de problèmes avec la presse, que avec des si, on peut tout refaire. J'aurais pu aussi me faire très mal, j'aurais pu ne jamais faire de course automobile. Il ne faut pas oublier que c'est au départ une question de circonstances favorables ou défavorables. Rien, effectivement, ne le prédestinait à une carrière de pilote de F1. Personne, jamais, ne l'avait emmené voir une course automobile. Dans sa région natale, nul circuit. Saint-Étienne, en revanche, n'était situé qu'à quelques kilomètres et certains soirs, l'écho des clameurs du stade Geoffroy-Guichard parvenait jusqu'à Saint-Chamond. C'était l'époque de la fabuleuse épopée des Verts. Tout naturellement, le jeune Alain Prost allait se tourner vers le football. Premier sport, première passion, puis la révélation. J'ai fait du karting un jour à la Siesta Antibes pour la première fois, quand j'avais tout juste 14 ans, j'avais le bras cassé. J'ai trouvé ça génial. En plus, il y avait une petite course que j'ai gagnée d'une main. Enfin, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai trouvé ça super. Et puis après, je suis parti dans ce truc-là. Je faisais en même temps un petit peu de karting et toujours le football. Et puis je me suis cassé le genou au football et donc je pouvais pas jouer pendant 4-5 mois. Et je suis parti. Ce ne sont que des circonstances vraiment particulières qui ont fait que je me suis dirigé vraiment dans cette voie plutôt que dans l'autre. Un dicton prétend que le hasard fait bien les choses. Mais quand on considère aujourd'hui, avec le recul, la destinée d'Alain Prost, il est difficile de ne pas croire à ce qu'on dit écrit dans les astres. Dans les astres ou bien dans le grand livre du destin des hommes. Car, y compris même morphologiquement, Alain Prost était fait pour le sport automobile. Et puis on s'en apercevra rapidement, l'apprenti pilote était un surdoué. En peu de temps, il se construira en karting un palmarès étonnant, accumulant victoires et titres. Il avait trouvé sa voie, une voie royale. Alors, toutes ces coupes que l'on voit sur ce meuble-là, ce sont celles que vous avez gagnées en kart. Oui, ça c'est toutes les coupes de karting. Il y en a d'ailleurs ailleurs, il y en a à peu près une centaine. C'est toutes mes victoires, mes trophées. Il n'y a pas que des victoires bien sûr, mais c'est des bons souvenirs parce qu'en karting, on gagne que des coupes. Il n'avait pas 18 ans, mais sa conviction était faite. Il voulait devenir pilote professionnel et il ferait tout pour cela. A commencer par organiser lui-même sa vie, a commencer par ôter de son chemin tout ce qui pourrait entraver sa marche vers ce projet magnifique. J'avais devancé l'appel pour faire l'école de pilotage en même temps que l'armée pour ne pas perdre un an. Je m'étais dit, on ne sait jamais, peut-être que je pourrais aller au bataillon de Joinville ou faire des choses comme ça pour pouvoir bien pratiquer mon sport. Je suis allé en Allemagne, mais je me suis vraiment démerdé pour être secrétaire du capitaine au départ, secrétaire du colonel après, alors que je ne tapais pas du tout à la machine, mais je me suis débrouillé. Et j'ai pu avoir de ce fait pratiquement 6 mois de permission sur l'année, qui n'étaient pas toutes d'ailleurs très réglementaires.
puisque c'est moi qui faisais les permissions pour les autres appelés. Et la dernière fois, puisque j'avais dépassé le quota d'une manière incroyable, la semaine d'avant, j'avais le championnat du monde de karting au Castellet. Et puis pour la finale, je me suis fait une perme de 48 heures le week-end, une autre perme de 48 heures pour l'autre week-end. Et entre-temps, je ne suis pas rentré à la caserne et j'ai pu passer ma finale du volant qui durait sur 3-4 jours. Une manière tout à fait illégale qui m'a été pardonnée très gentiment par le colonel de Saint, que je salue au passage. Voilà. Intelligence, passion et talent, c'était là toute la fortune d'Alain Prost. À part ça, pas un sous-veillant. Il lui fallait donc absolument remporter le volant Elf, premier tournant vraiment crucial de sa trajectoire. Comme je venais du karting, je ne savais pas faire du tout le double débrayage. Et bien entendu, les vitesses craquaient un petit peu. Il m'avait fait monter Simon de Lautour et Antoine Raffaelli m'avaient fait monter dans une estafette Renault au volant et il me faisait faire des doubles débrayages et bien entendu je ne savais pas du tout faire, je n'avais jamais fait. Alors je faisais semblant de comprendre et puis bien entendu quand j'étais dans la voiture je ne le faisais pas. C'est-à-dire que j'ai fait l'école de pilotage en fausse perme, sans suivre le cours des trajectoires parce qu'il trouvait que j'avais une trajectoire très bizarre et que ça n'allait pas du tout, en cachant mon jeu jusqu'au dernier moment et en empruntant une combinaison de Patrick Tambay je crois. C'était absolument incroyable, c'était le plus heureux des hommes ce jour-là. Le petit bonhomme avait du caractère et il l'affirmait, témoignant d'une inébranlable confiance en lui. À son talent naissant, il ajoutait ce brin d'audace et de ruse qui sont aussi la marque des grands champions. Sous le regard du Gotha du sport automobile, ne se laissant pas impressionner par la présence de Patrick Tambay, Tico Martini, Ken Tyrrell, président du jury, Alain Prost dominait parfaitement son sujet. Impeccable, et il l'emportait magistralement. Sa carrière commençait vraiment là. On le savait, mais on ne pouvait pas imaginer à quel point elle serait fabuleuse. Très vite, pourtant, on allait se douter que ce pilote de Formule Renault n'était pas exactement comme les autres, comme les centaines d'autres qui l'avaient précédé dans cette formule de promotion, et surtout pas comme ceux qui couraient avec lui, ou plutôt après lui. Car sur 13 courses, il en remportait 12, du jamais vu. Il n'était pourtant qu'en train d'apprendre le b.a.-ba de son métier. On était indépendants. Et à l'époque, je me rappelle en Formule Renault, mais surtout en Formule Renault Europe, on n'arrêtait pas de faire des essais et on essayait tout ce qu'on pouvait sur la voiture. Parce qu'il y avait déjà une concurrence réelle, tout le monde faisait pareil. Alors on essayait des voies étroites, les voies larges, sur les circuits rapides, des circuits serrés, des capots différents. On mettait des gueuses de plomb devant, derrière, pour voir ce que ça amenait en motricité, etc. On apprenait et on a acquis un bagage technique très très important. La méthode Prost était en train de naître. Les pilotes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, arrivent en Formule 1 avec un bagage technique 10 fois moins que ce qu'on avait nous. Et plus ça va, ils sont habitués à ça. Leur principe à eux, c'est de dire voilà, il y a 20 voitures de la même marque, du même modèle, du même moteur, et on va faire la différence, et c'est l'attaque à outrance. Ça marche, oui, ça marche au début, ça marche un moment, mais pas tout le temps. Nous, c'était plutôt de se dire, les voitures sont les mêmes, il faut faire la différence sur quelque chose, on va essayer de la faire sur la mise au point de la voiture. Formule Renault Europe, Formule 3, quelle que soit la classe, Alain Prost en était sorti premier. En 4 années seulement, il avait gravi les marches qui mènent à la F1. Lorsqu'il aborde la discipline reine du sport automobile, il a déjà acquis, en plus de sa rapidité, un bagage technique impressionnant. Mais l'équipe Marlboro-McLaren qui l'accueille en cette année, 1980, n'est pas encore celle de Ron Dennis. Et elle est loin de figurer dans le haut des classements. Peu importe, Alain Prost y effectue des débuts tonitruants. L'écurie Renault Elf ne pouvait pas laisser le plus sûr espoir du sport automobile français courir sous une bannière étrangère. Dès l'année suivante, Prost est enrôlé. L'année dernière, j'étais dans une voiture pas très compétitive et là, je m'aperçois que tout de suite, la voiture a d'énormes qualités, un énorme potentiel. Et ça me fait très plaisir non seulement de conduire une Formule 1 compétitive, mais j'ai les moyens, je pense, de la développer, de la faire progresser. Et c'est encourageant pour l'avenir, surtout. Au volant de la Renault Elf Turbo, dont le potentiel est loin d'avoir été encore exploité au maximum, le goût d'Alain Prost pour la mise au point fait merveille.
Avec lui, la machine française progresse à grands pas au point de devenir une sérieuse prétendante au titre suprême. Mais je suis pas vite en ligne droite, moi je trouve. Et combien? Là je suis à 10-3, 10-4. 10-3, 10-4. Bon, écoute, moi je pense que... Ça l'appui, on peut le faire après. Moi ce que je voudrais c'est essayer des ressorts, mais je sais pas si tu es d'accord. Oui, on peut l'essayer. Bon, il y a un truc qu'il faut essayer, enfin que je voudrais essayer si on a le temps, c'est jouer sur les amortisseurs et sur la barre avant. Attends, je vais te demander, tu n'as pas du tout de pompage là? Non, pas du tout. Parce que René il pompe comme une vache. Pas du tout. On n'appelle pas encore Alain Prost le professeur, mais au fil de ces séances d'essai qu'il affectionne particulièrement, il est en train de le devenir. Le bon metteur au point, c'est quelqu'un d'abord qui a le feeling et le sens mécanique. Ça, c'est apparemment la plus grosse qualité. Après, c'est quand même celui qui non seulement règle le mieux sa voiture en fonction des circonstances, c'est-à-dire qui suit l'évolution de sa voiture, c'est quelqu'un en principe qui a une bonne mémoire, qui est capable de savoir exactement comment est réglée sa voiture sans être obligé de lire sur un papier. La mémoire l'aide aussi à se rappeler que la course d'avant ou dans telle circonstance ou même l'année d'avant, il a peut-être fait ça ou ça sur tel circuit qui lui permettent d'avoir tel objectif. Ça, c'est très très important et c'est très souvent les bons metteurs en point sont comme ça. C'est son attachement aux détails, ses qualités professionnelles, sa capacité à analyser le fonctionnement d'une voiture, aussi bien sur le châssis que sur le moteur, qui pour un ingénieur est quelque chose de fantastique parce qu'il établit un dialogue technique extrêmement enrichissant. Et pour un technicien en Formule 1, c'est quelque chose qui laisse des souvenirs et qui permet d'accroître sa connaissance. Chez Prost, le plaisir de la mise au point est au moins aussi fort que celui du pilotage. Depuis ses débuts en karting, où il préparait lui-même ses propres moteurs, il s'était toujours passionné pour la technologie des machines qu'il pilotait. Et la sophistication extrême des F1 aiguisera sans cesse cette passion. Toute innovation, tout changement technique est intéressant pour le pilote. Par contre, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir avoir des limites. Un pilote, le meilleur pilote, enfin le metteur au point, il doit passer beaucoup de temps sur sa voiture, régler tout ce qu'il peut régler. C'est l'aérodynamique, c'est les suspensions, c'est des petits détails, une succession de petits détails. Il ne faut pas qu'on arrive, et comme c'était le cas avec ces suspensions, que le pilote se contente de dire voilà, la voiture elle fait ça dans tel virage, elle fait ça et puis tac, il peut s'en aller jouer au golf, et c'est le professeur Tournesol, encore une fois entre guillemets, qui règle la voiture. Ça, c'est inacceptable, et c'est ce à quoi on aurait pu, et on était arrivé déjà. J'ai eu la chance de connaître des périodes très, très différentes, hein. Moteur turbo, moteur atmosphérique, bien sûr, boîte de vitesse normale, boîte de vitesse semi-automatique, suspension active. Toutes ces choses étaient pour moi vraiment très intéressantes à découvrir parce que j'ai toujours été passionné de la technologie. C'est vrai que la période, à mon avis, la plus intéressante, la plus même motivante aussi pour le pilote, c'est les années turbo. Les années turbo, si elles ne lui apporteront pas exactement toutes les satisfactions qu'il était en droit d'attendre à cette époque-là de sa carrière, ce sont cependant les années de compétition qui auront le plus excité Alain Prost. Imposé par Renault et Elf, la technique du moteur turbo compressé, longtemps décriée, allait cependant se généraliser très rapidement, faisant faire à la F1 un formidable bond en avant dans tous les domaines. Les puissances phénoménales dont disposaient les machines allaient bouleverser l'ensemble des technologies mises en œuvre. Et, bien qu'en ces années 80, on arriva pour la première fois aux limites des capacités physiques des pilotes, ces voitures diaboliques avaient tout pour plaire aux passionnés de mise au point et aux grands stratèges qu'est Alain Prost. Ces années-là consacreront l'avènement de l'ère Prost en Formule 1, l'installeront au sommet de la hiérarchie des pilotes de Grand Prix.
On a eu des puissances absolument incroyables, qui dépassaient 1000 chevaux. À cette époque-là, on n'avait pas d'anti-patinage, on avait des voitures qui étaient moins évoluées sur le plan aérodynamique. Et c'était vraiment très spécial pour conduire. Il fallait, c'était doser l'accélérateur sans arrêt. Il fallait vraiment très bien régler sa voiture. Il y avait aussi des problèmes de consommation. Tout était compliqué. Vraiment, c'était très très intéressant. On pouvait être, je sais pas, 7e, 8e sur la grille et gagner une course. C'était plus facile à doubler aussi. Et je crois plus intéressant pour le spectacle. Pour moi, j'aimais bien ces moteurs avec un bruit très typique. Les années turbo, ce sont pour nous, Français, les années des succès répétés des Renault Elf, du grand rêve, hélas seulement caressé d'un titre mondial pour Alain Prost et pour la régie. Des années de grand bonheur et d'espérance folle. On s'en souvient, Piquet et sa Brabham BMW à l'essence non conforme souffleront le titre mondial au nez et à la barbe de Prost et de Renault, qui refuseront de coiffer une couronne qu'ils auraient ramassée sur le tapis vert des tribunaux sportifs. Tout s'était joué là au Grand Prix d'Afrique du Sud 1983, à l'issue duquel allaient être sacrés Piquet, Brabham et BMW. Le temps fera son œuvre, effaçant peu à peu l'amertume. Mais ce titre qui lui revenait de droit, Prost ira le chercher en quittant fin 83 Renault pour McLaren, maintenant devenu une écurie de pointe. Entre Prost et l'écurie anglaise, c'était le début d'une longue et belle histoire. De surcroît, le jeune Français allait se mesurer à un mythe vivant, Niki Lauda. L'Autrichien l'avouera plus tard, Alain Prost avait fait de ses nuits des nuits sans repos et de ses journées des jours bien difficiles. De son côté, Ron Dennis jubilait, il disposait des deux plus grands champions du moment. L'ambiance était absolument incroyable chez nous, chez McLaren. C'était incroyable. Faire de la course comme on l'a fait pendant 4 ans, c'est... Il n'y a pas mieux. Il ne peut pas y avoir mieux au monde. J'ai jamais vu pendant 4 ans un mot plus haut que l'autre entre deux mécanos, ou entre nous, entre team manager, enfin rien du tout. Et c'était un plaisir réel d'aller faire une séance d'essai, d'aller faire une course. Et le résultat, c'était l'aboutissement du travail de toute l'équipe. Et à la limite, quand c'était Niki qui gagnait ou quelqu'un d'autre, c'était pareil. On allait faire la fête le soir. Le temps de la fête, on le connaissait encore à cette époque-là. On a fêté le championnat 84 ensemble d'une manière incroyable. J'ai mis 15 jours à m'en remettre, mais c'était Lauda qui avait gagné. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. En Prost, le grand Niki Lauda avait vraiment trouvé un adversaire à sa mesure. My biggest problem with Alan was that he joined us in 94 with the McLaren, where I was driving there. And I thought he's one of the other drivers I have to beat. But unfortunately, it was the most difficult part of all my life, because I won the championship after 16 races, half a point in front of Alan. And the next year I could nothing do, therefore I had to retire, because Alan was the world champion. Niki Lauda l'avait bien senti, l'élève avait égalé le maître. Il n'allait en fait pas tarder à le dépasser. Prost a toujours eu pour Lauda une profonde et sincère admiration. Mieux, malgré sa défaite au championnat, lui qu'on disait mauvais perdant, deviendra l'ami du grand champion autrichien. Mais pour rien au monde, évidemment, Alain n'aurait laissé passer sa chance d'être champion du monde à son tour. Le début de la saison 85 avait donné lieu à un magnifique mano à mano entre les deux hommes. Un duel qui tournera à l'avantage du Français lors de ce Grand Prix d'Europe disputé à Brands Hatch. Mal placé sur la grille de départ, Alain Prost bouclait le premier tour de la course en 14e position seulement. Déchaîné
Attaquant comme un fou, il entamera une remontée d'anthologie l'obligeant, une fois n'est pas coutume, à martyriser ses pneumatiques. Contraint d'en changer, il repartira en 8e position. Obtenir les points de la 4e place, indispensable à l'acquisition du titre, semblait alors mission impossible. Pas pour Prost, pas ce jour-là. Terminant sur les talons du trio vainqueur Mansell, Senna, Rosberg, il s'adjugeait le titre. Du grand art, du grand Prost, généreux au-delà de l'imaginable. Lui qu'on dira à tort trop économe de ses efforts, c'est avec les tripes qu'il était allé chercher son premier titre de champion du monde. L'année suivante, en 86, sa McLaren n'était pas, loin s'en faut, la meilleure Formule 1 du plateau. Il remporte néanmoins le titre lors du dernier Grand Prix en Australie. Évoquant sa performance, Nelson Piquet dira « C'est la victoire de l'intelligence ». Pas étonnant dans ces conditions que Prost tienne son 2e titre pour le plus beau des 4 qui honore son palmarès. Sur le plan de la compétitivité de la voiture, on était largement en dessous des Williams avec le moteur Honda. Souvent, moi, je me fais mettre entre 1 seconde et demie et 2 secondes aux essais par les moteurs Honda. Et en course, parce qu'on avait une super équipe, parce qu'on avait une fiabilité, parce qu'on avait une très bonne tactique de course, on avait des stratégies, ça a toujours été le fort d'ailleurs de McLaren. Et ce titre, c'était David contre Goliath. Et le jour où on l'a acquis, c'était fabuleux, quoi. C'est vraiment le plus beau. Fabuleuse, cette saison 86 ne le sera pas seulement pour Alain Prost, elle le sera également pour tous les passionnés de F1. Comblée cette année-là de luttes acharnées, de rebondissements inattendus, de coups de théâtre et de coups de génie. Une saison qui consacrait surtout l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile. Le plaisir, c'est vraiment de travailler sur une voiture, donc travailler dans une équipe, parce que le travail d'équipe est vraiment est passionnant. De développer si possible tout ce que je peux, d'apporter le maximum de connaissances aux gens qui travaillent avec moi. Et après, quand je suis monté dans la voiture et que je conduis, que je vois que tout marche comme je veux, que les pans tombent, que la voiture est devenue relativement facile à conduire, que j'ai bien fait mon travail, c'est ça le vrai plaisir. Et quand on gagne une course et qu'on se dit on a bien conduit, on a bien travaillé, on a bien mis au point, c'est le bonheur total. 8 ans après la conquête de son premier titre, c'est au volant d'une Williams à moteur Renault qu'Alain Prost décrochait son 4e et dernier titre de champion du monde. 8 années durant lesquelles Alain allait se consacrer corps et âme à sa passion. 8 années durant lesquelles le plaisir du pilotage sera toujours le carburant de cette passion. C'est jamais 100% de plaisir, même au début, même quand on commence en karting ou bien après en formule de promotion, c'est jamais 100% de plaisir. Mais c'est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, plus on monte au plus haut niveau, le plaisir, il a tendance à se réduire un petit peu parce qu'il y a plus de contraintes, il y a plus de risques, il y a plus de problèmes, aussi bien psychologiques, plus de travail aussi. Mais le plaisir, c'est quand même la base de tout. En réalité, le vrai plaisir, c'est d'avoir le temps d'analyser toutes les réactions de la voiture, c'est même d'être bien dans son baquet, de sentir bien son volant, ses pédales, etc. C'est une certaine forme de jouissance qu'on fait corps avec la voiture. Et en principe, quand c'est comme ça, il n'y a pas besoin de forcer. Souvent, moi, en tête des courses, ça m'arrivait de dire, ben bon, j'ai 20 secondes d'avance, je ralentis un petit peu et d'aller aussi vite. Est-ce qu'on peut décrire vraiment ce que c'est ce plaisir, cette jouissance dans la voiture? C'est difficile, parce que c'est quelque chose qu'on peut... J'ai conduit beaucoup d'autres voitures hors des Formule 1, et jamais j'ai senti le plaisir comme on peut l'avoir dans une Formule 1, parce qu'il y a en même temps une griserie, la vitesse, même la peur peut par moment vous faire plaisir indirectement, parce que quand vous sentez que vous dominez votre sujet, et que vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver, ben ça vous monte à la tête aussi.
Si le plaisir engendre le bonheur, la griserie qui naît de ces états proches de l'euphorie peut, on le sait, engendrer le risque. En 20 années de sport automobile, Alain Prost n'a heureusement jamais connu d'accident grave. La chance a sa part là-dedans. Mais Prost a aussi toujours su ne pas la provoquer au-delà des limites du raisonnable. Si cette sagesse l'a aidé à gagner des courses, à remporter des titres, elle l'a aussi aidé à sortir indemne de 20 années de pratique d'un des sports les plus dangereux qui soient. Les pilotes qui disent qu'ils n'ont jamais peur, qu'ils n'ont pas d'appréhension, je pense que c'est pas vrai. Moi j'ai eu un cap. J'ai eu un cap, c'est quand je me suis fait mal au poignet. C'était uniquement la deuxième course à Calamy. Jusque-là, je m'étais absolument jamais fait mal en course automobile ou en karting, jamais. Je n'avais jamais fait de tonneau de ma vie, du bois, et j'en ai jamais fait encore pour l'instant. J'ai jamais fait un tonneau, même en voiture de tourisme, rien du tout. Et par contre, cette fois-là, je me suis fait mal. Et j'ai senti la douleur. C'est rien, parce que c'était un scaphoïde, ça me faisait mal. Bon, j'étais plâtré, mais je me suis dit, tiens, on peut se faire mal quand même. Alors que tant qu'on ne s'est pas fait un peu mal, eh bien, on se dit, bah, de toute façon, il ne peut rien nous arriver. L'avertissement salutaire, Prost l'avait reçu en 1980, dès ses débuts. Alors voilà tout ce qui reste de Prost après 2 jours d'essai. Oui, il ne reste pas grand-chose, mais avec beaucoup de chance quand même. Quel va être l'état d'esprit d'Alain Prost demain en montant dans une McLaren alors que par 2 fois déjà, et coup sur coup, elle vient de casser les pièces vitales? Je reconnais que j'ai un peu d'appréhension pour demain. Maintenant, comme c'est un circuit assez dangereux, donc c'est un peu pour ça que, de toute façon, si on me dit de pas courir, je ne courrai pas. La peur la plus pénalisante et la plus difficile, c'est celle par exemple, que j'ai connue en 80, la première année, c'est-à-dire de l'accident mécanique. Pour moi, parce que d'abord, c'est celle qu'on ne contrôle pas, qu'on ne domine pas, qu'on ne peut pas prévoir, et qui vraiment est tellement brutale que vous ne pouvez absolument rien faire. Une perte de contrôle dans une grande courbe, enfin peu importe au freinage, il y a toujours moyen de faire quelque chose au moins. C'est-à-dire de faire partir la voiture en tête à queue, de freiner, d'éviter quelque chose. Enfin, je sais pas, on peut penser, c'est comme sur la route. Mais la casse mécanique en Formule 1, là, on peut rien faire. Souvent, la voiture tire tout droit. Et bon, quand on tire tout droit, entre 200 et 300 à l'heure, il y a très peu de chances pour s'en sortir bien. Ça peut arriver. Hein. Ça m'est arrivé. Il y a des moments où on est dans un état second dans une voiture. On dit souvent que le caractère des pilotes, quand ils sont en dehors de la voiture, puis dès qu'ils ferment la visière, ils sont complètement différents. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est là où c'est paradoxal. Tout à l'heure, je disais la passion, l'envie de gagner, la motivation pour faire un chrono, on oublie presque tout. On oublie tout. On oublie qu'il y a une roue qui peut être mal serrée, etc. Ça peut arriver dans un changement de pneus, d'avoir un petit doute à un moment, mais c'est même pas ça qui vous fera arrêter. À regarder comme cela, on pourrait presque s'imaginer que c'est facile. Mais plus encore que les pilotes, les mécaniques sont en F1 poussés jusqu'à leurs limites. Prost, pas plus que les autres, n'a échappé à la rupture mécanique, cause de la très grande majorité des accidents en F1. Même si parfois les équilibristes tombent de leur fil et commettent une faute de pilotage. Des instants toujours très désagréables à vivre. Surtout pour qui en est la victime et surtout pour qui, comme Alain, déteste casser de si beaux jouets. J'ai horreur d'abîmer, horreur de casser. Et ça a l'air ridicule, mais pour moi, quand je sors de la route et que j'abîme une jante, un capot, j'en suis malade. Hein. Un moteur cassé, j'en suis malade. J'ai toujours été comme ça. Mais c'était pas volontairement, en me disant, tiens, je veux pas casser, machin. D'abord, c'est un sens mécanique. Un sens mécanique pour tout. Ça ne m'arrivera jamais de prendre ma voiture de tourisme quand il fait moins 10, de mettre la première et d'attaquer comme une bête à froid. Ça ne m'arrive pas. Parce que j'ai le sens de la mécanique et le sens du matériel. Certains, les inconscients,
ont parfois reproché à Alain Prost sa soi-disant trop grande prudence. Mais n'est-ce pas folie que de reprocher à un homme de ne pas être fou? Quand on disait que je prenais pas assez de risques, que j'aimais pas conduire sous la pluie, etc., mon analyse était différente, et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une phrase un peu brutale, mais si je règle mieux mes voitures que les autres, j'ai besoin d'aller moins vite et d'aller prendre moins de risques. Et ça m'a permis, malgré tout, de faire mon travail très bien, d'être toujours plus compétitif en moyenne que les autres et de loin, de gagner plus de courses, plus de titres, et d'être sain et sauf. Donc c'est quand même pas si mal. Le passé, récent ou ancien, lui donne entièrement raison, comme le fera l'avenir. Car il est certaines images, certains visages que Prost ne pourra jamais oublier. Il est certains regards, certains éclats de rire qui ne quitteront jamais sa mémoire, qui lui hantent parfois, comme ils hantent les esprits de tous ceux qui font ce métier si différent de tous les autres métiers. Gilles Villeneuve, Patrick Depailler, Elio De Angelis, comment les oublier? Comment oublier tout simplement? Et lui, comment l'oublier? Comment oublier Ayrton Senna, l'adversaire des plus rudes empoignades, l'alter ego, le compagnon de tant de luttes fratricides, de tant d'échappées belles? Comment? Impossible. Simplement impossible. La disparition de quelqu'un qui vous est proche, ça inspire toujours en même temps tristesse et un petit peu en même temps un peu de révolte, parce qu'on a toujours l'impression qu'on pourrait éviter ce genre d'accident, mais il faut toujours raisonner à froid. On se dit qu'il y en a eu beaucoup qui ont perdu leur vie en compétition automobile, et je dirais même dans le sport en général, parce qu'il n'y a pas qu'en automobile où il y a des accidents. Ça paraît un peu inéluctable, on dirait que c'est... moi je crois beaucoup au cycle, enfin à la loi des séries. Il y a des périodes où on a eu beaucoup de chance, ces dernières années en tout cas. Maintenant on en a certainement beaucoup moins, ça nous remet un petit peu dans la réalité. La réalité, c'est que tout sport mécanique, tout sport de vitesse est de toute façon dangereux. Et que d'un côté on ne peut pas l'éviter, mais il faut tout faire toujours absolument pour essayer de limiter les risques, et tout en sachant qu'on ne pourra pas avoir une sécurité à 100% absolue. Alain Prost n'a jamais été trop prudent. Il a seulement peut-être été toujours plus lucide, plus réaliste, plus clairvoyant. Et il a malheureusement fallu que surviennent les terribles drames d'Imola pour qu'on entende enfin ce qu'il avait toujours réclamé. C'est ainsi, par une salutaire prise de conscience générale, que les acteurs de la F1 ont fait renaître de ses cendres l'association des pilotes de F1 que l'on croyait, à tort, devenue inutile. C'est difficile pour un pilote de prendre de telles décisions. C'est difficile pour eux de parler sécurité d'une manière très juste. Ils sont pieds et poings liés avec les contrats, avec les écuries. C'est vrai, quand il faut se mettre ensemble pour parler de sécurité, très souvent dans les années passées, eh bien, on a vu qu'on n'y arrivait pas. En 89 et 91, quand il y a eu les trompes d'eau en Australie, et que les 2 années, les pilotes se sont demandé s'il fallait courir ou pas, en tout cas en 89, tout le monde était décidé à ne pas y aller, à part 1 ou 2 pilotes qui étaient dans leur voiture. Et au moment où on a entendu le signal 5 minutes, pratiquement tout le monde est rentré, enfin ce n'est pas tout le monde, est rentré dans la voiture. La F1 moderne est ainsi faite qu'il faut à un pilote plus de courage pour refuser de courir que pour accepter de jouer à la roulette russe. Lors de ce Grand Prix d'Australie 1989, le départ sera donné sur une piste inondée et dans des conditions de visibilité nulles. Prost sera contraint de s'aligner au départ de la course, mais comme il n'est écrit dans aucun contrat qu'un homme, fût-il pilote de F1, est obligé de souscrire à la folie, il abandonnera au bout d'un tour, refusant de courir dans ces conditions.
Laissant dire les critiques, insensible aux pressions de tous ordres, il n'écoutera que son instinct et ses convictions. Des convictions forgées par des années de professionnalisme, et les événements lui donneront raison. On frôla la catastrophe. Miraculeusement, tous s'en sortiront indemnes, mais les miracles, on le sait maintenant, ne se reproduisent pas à l'infini. En d'autres temps, Niki Lauda avait lui aussi montré la voie de la sagesse, agissant comme Prost lors d'un Grand Prix du Japon couru dans des conditions dantesques. Lauda jouait pourtant là le titre de champion du monde, mais 3 semaines plus tôt, il avait vu la mort d'en face et il n'avait pas oublié son regard froid. Entre autres qualités, Lauda et Prost partageaient un courage et une honnêteté intellectuelle sans faille. On avait absolument la même approche de la course, c'est-à-dire le pilotage, la prise de risque. Lui étant même à l'époque, surtout 84, 85, prenant même moins de risques que moi, allant beaucoup moins vite. Au niveau du travail, bon, la même approche cartésienne, enfin des réglages, etc. Au niveau humain, c'était extraordinaire parce que moi je suis arrivé là, j'étais vraiment le petit gamin, c'était mon idole, hein. J'en avais pas beaucoup, mais c'était vraiment mon idole. Qu'est-ce que c'est l'amitié? C'est difficile de dire qu'on était amis. On était plus que des copains en tout cas. On avait un respect mutuel énorme. On avait un bon équilibre qui fait qu'il y a le jeune et l'ancien, que l'ancien a envie d'apprendre quelque chose, que le jeune a envie d'apprendre quelque chose de l'ancien, de la part de l'ancien. Prost, à son tour, est devenu un ancien du circuit. Et comme Lauda l'avait fait avec lui, Alain prendra sous son aile Jean Alesi, son coéquipier en 91 chez Ferrari. Maître, prof du jeune et fougueux Avignonnais, il sera aussi son complice, son copain. Autant avec Niki, on était relativement proches au niveau du caractère, autant avec Jean, c'est absolument complètement l'opposé. Lui, c'est moi je l'appelle le chien fou, capable de faire n'importe quoi, aussi bien avec une voiture de tourisme, aussi bien avec une F1. Dans la vie, il est très impétueux, il a un caractère très spontané, mais très entier, très fidèle. Et moi, j'avais envie de l'aider, d'essayer qu'il s'améliore, aussi bien sur la piste qu'en dehors de la piste, et qu'il profite un peu de mon expérience, et même des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé, qu'il aurait pu lui aussi commettre. En plus, il était chez Ferrari, où c'est quand même une ambiance un peu particulière. C'est peu dire qu'il règne au sein de la Scuderia Ferrari une ambiance un petit peu particulière. Écurie de toutes les passions, de tous les excès, capable du meilleur comme du pire, d'aimer et puis de détester aussitôt, de triompher puis de sombrer en suivant, on croyait l'âme de la Scuderia tellement latine qu'elle ne conviendrait jamais au caractère réputé pragmatique et au tempérament cartésien du français. On croyait ce mariage être celui de l'eau et du feu, un mariage contre nature, en un mot, impossible. Il a plus à perdre qu'à gagner, murmurait-on en coulisses. C'était vrai, peut-être. En vérité, Prost brisait là l'image qu'on lui avait faite d'homme au sang froid, de professionnel calculateur. Car en vérité, comme bien d'autres avant lui, Prost succombait à son tour au mythe du cheval cabré et des voitures rouges qui font rêver. De plus, pour son premier Grand Prix pour Ferrari, il l'emportait au Brésil. L'Italie en faisait son idole. C'était très émouvant parce que c'est vrai que moi j'ai toujours rêvé, tout le monde a rêvé un jour de conduire pour Ferrari. Et puis j'avais beaucoup de pression quand même parce que j'étais parti de chez McLaren. Beaucoup de pression de la part des médias italiens, ça c'était absolument énorme pendant tout l'hiver, etc. Et ça a été vraiment et j'ai un peu fondu en larmes comme si quand on craque, quoi. C'est vraiment la pression était presque trop forte et c'était comme si le pari est gagné parce qu'à partir du moment où j'avais gagné cette course-là, ça allait être quand même beaucoup plus facile et plus logique en fin de saison. Et puis quand on gagne, après tout le monde se prend à rêver de titres.
j'en rêvais, mais secrètement, parce que je ne pensais pas vraiment qu'on y arrive. Et puis après, quand j'ai gagné 3 courses de suite, là, je me suis dit, bon, si on ne fait pas de conneries, on peut y arriver. Mais on n'a pas été beaucoup aidé. Prost s'en apercevait à ses dépens. Ferrari ne ressemble décidément à aucune autre écurie de F1. Alors qu'il était en droit d'attendre aide et soutien de son coéquipier, le staff de la Scuderia laissait Mansell agir dans son seul intérêt. De son duel avec l'Anglais, Prost sortait pourtant largement vainqueur. En quête de réhabilitation avant son arrivée, Ferrari renouait avec la victoire. Le redressement fut même spectaculaire. Prost avait en tout cas prouvé qu'il était bien l'homme de la situation et qu'il était bien aussi un immense champion, et que le sang chaud des Latins se mariait bien avec le sien. Bien mieux en tout cas qu'avec celui de Mansell, dont la mine dépitée annonçait des orages qui ne tarderont pas à éclater. Pourtant, Prost continue à gagner pour Ferrari et Fiorio, le directeur sportif, en paraît comblé. Ferrari avait prévu de virer Mansell pour Monza, c'est-à-dire 3 ou 4 courses avant la fin. Et là, j'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé. Il y a eu réunion sur réunion. Morbidelli était prêt à prendre la place de Mansell. Il a fait des essais avec moi. Et puis il y a eu une réunion d'avocats. Enfin, apparemment, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un revirement de situation absolument incroyable. Alors, j'étais en tête du championnat. Mansell était à 30 ou 40 points de moi. Et c'était comme si, du jour au lendemain, il était devenu premier pilote. Et donc, au Grand Prix du Portugal, il y a eu 2 équipes. C'est-à-dire, il y a eu mon équipe avec mon ingénieur, etc. Il y a eu l'équipe de Mansell qui ne participait plus au briefing, qui avait le mulet pour lui et qui avait tout pour lui. J'avais dit avant la course, hein, je sentais qu'il allait y avoir un problème. Et puis Mansell, au départ, m'a complètement bloqué dans le mur. Et bon, je pense que j'aurais gagné la course très très facilement. Étrange manœuvre qui fait le bonheur de McLaren et de Senna. Étonnante méthode. Prost est furieux, à juste titre, et ne comprend pas, d'autant que Mansell n'a depuis longtemps plus aucune chance d'être sacré à sa place. Alain n'est hélas pas au bout de ses peines. Au Japon, ses chances sont encore intactes. Comme à son habitude, Prost a formidablement préparé sa course, partant même en première ligne. Mais il en est un autre qui a la rage au ventre, et dont l'ambition est loin d'être rassasiée. Senna. Dès le premier virage, il envoie Prost hors de la piste, le privant de ce titre pourtant amplement mérité. À cette occasion, leur rivalité atteint son paroxysme. Notre guerre fratricide était un peu une guerre presque logique, normale, et qui nous a servi un petit peu à tous les deux, qui était dans le cadre du sport, qui dépassait un peu le cadre du sport de temps en temps, mais qui était en même temps tellement belle, tellement incroyable, que avant qu'on en trouve une comme ça, je crois peut-être qu'on n'en trouvera peut-être plus jamais, je ne sais pas, parce qu'il y en a eu très peu, si ce n'est pour ainsi dire pas, dans le passé. Et ça a duré très très longtemps. Et bien tout ça, ça part et c'est des souvenirs. Senna, Prost, Prost, Senna. 2 princes pour un seul royaume. 2 rois pour une seule couronne. 2 seigneurs aussi. Leur duel sera somptueux. Ils s'étaient pour la première fois affrontés à armes égales en 1988 chez McLaren. Prost était alors un champion établi. Senna, une étoile en pleine ascension au firmament de la F1 et qu'on surnommait Magic. Leur première année de voisinage fut sans nuage.
L'élève Senna, surdoué, affinait ses connaissances au contact de celui qu'on appelait depuis longtemps déjà le professeur. Tous deux faisaient le bonheur de l'équipe Marlboro-McLaren de Ron Dennis qui s'adjugeait en cette année 88 15 des 16 Grands Prix inscrits au programme de la saison. Jamais tandem ne survola à ce point une saison de Formule 1, triomphant tour à tour, écrasant toute concurrence, les deux champions monopolisaient les podiums, faisant main basse sur le championnat. Senna battait Prost et coiffait sa première couronne mondiale, mais leur relation demeurait sincèrement amicale. Prost, on l'oublie parfois, avait réagi en parfait gentleman. He's gonna get more and more excited, the championship. Is it possible to be equal? The championship? No, Shit. can only be one winner. On a fait une saison relativement correcte et sportive en 88. Bon, il a gagné une course de plus, moi j'ai marqué 13 ou 15 points de plus, mais de par les règlements, il était champion, mais je crois qu'il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, il avait le support inconditionnel de Honda. Ils ont reconnu devant témoins qu'ils avaient favorisé Senna en 88. On m'a même expliqué que son côté un peu samouraï était bien entendu beaucoup mieux apprécié par les jeunes qui travaillaient chez Honda que mon côté un peu plus cartésien. Ça a été un problème pour moi, mais mon problème, il est le problème d'une majorité de pilotes chaque année. Ce sera tout le temps comme ça. Il y aura toujours un pilote dans une équipe qui sera, sans parler de favoriser entre guillemets, mais qui sera mis dans une position psychologique de toute façon meilleure que l'autre pilote. Et la psychologie pour un pilote de Formule 1, c'est-à-dire de se sentir bien dans sa peau, c'est 80% du succès. L'aveu fait à Prost par Honda avait fait naître les premiers nuages sur cette belle entente. Entre ces deux champions, être au caractère forcément difficile, la rivalité n'allait pas tarder à être exacerbée. Ce Grand Prix d'Imola 1989 consommera la rupture du pacte de non-agression qui les liait. Fort de son titre, désormais certain de pouvoir voler de ses propres ailes, Senna n'hésitera pas à mettre de l'âpreté dans ses confrontations en piste avec Alain. Il est jeune, plein de fougue et d'ambition. Bientôt, ils ne communiqueront plus que par médias interposés, ce qu'ils ont à se dire sans le soufre et le vitriol mélangés. Chacun se replie sur lui-même, leur brouille fait sensation dans les gazettes, tout contribue désormais à les éloigner. Moralement fatigué, Prost décide de s'en aller. Entre Ayrton et Alain, c'est la guerre. Et ce qui devait arriver, arriva. Je crois que comme c'était parti, l'accrochage, on ne l'aurait pas évité de toute façon. Pendant toute l'année, il a forcé le passage 3-4 fois en pensant, bon, on était coéquipiers, etc. Je voulais pas qu'on se crache ensemble, mais là, quand même, c'était un peu... Mais je ne l'ai pas fait volontairement, ça c'est sûr. À l'issue de leur accrochage au Grand Prix du Japon, Prost décroche son 3e titre. Mais la rupture est aussi consommée avec McLaren. L'écurie de ses débuts, sa famille presque. Et Senna rumine déjà une vengeance qu'il croit nécessaire. Elle interviendra lors de cet autre Grand Prix du Japon, tandis qu'Alain tenait entre ses mains ce titre qu'il brûlait d'offrir à toute l'Italie. Leur lutte connaîtra encore d'autres épisodes tumultueux à la limite de la violence, tandis qu'Alain raflait au volant de la Williams Renault son 4e et dernier titre mondial. Puis enfin, leur réconciliation viendra. Logique point final à une lutte qu'aucun n'avait vraiment souhaité aussi dure. La raison l'emportait, leur intelligence triomphait. Quand il s'est aperçu que je n'allais plus être là, pour lui, la motivation était complètement différente. Je dirais même que la raison d'être
sa raison de vivre et de courir en même temps, sa raison d'être encore en Formule 1 était différente. C'est sûr qu'il y avait les records, il y avait le titre de champion du monde, mais ça passait presque au second plan. Et il en parlait peu, mais il m'en a parlé, ou en tout cas ses proches m'en ont parlé indirectement de ce qu'il pensait, de ce qu'il disait. Et le fait de dire que je lui manquais, comme il l'a dit juste avant son accident, enfin le matin de la course, était certainement sincère. Hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Adieu, Ayrton. Adieu. Toi aussi, tu lui manques, Alain. Adieu, Ayrton. Tu nous manques à nous tous, tu sais. Adieu. C'est toute une partie de l'histoire de la Formule 1, de l'histoire de l'automobile qui s'en va. J'ai l'impression qu'il m'a coupé carrément ma carrière, ma vie avec lui pendant presque 10 ans, et c'est une lourde perte. À vivre à 300 à l'heure, on vit parfois malheureusement des drames et toujours à coup sûr des déceptions. Il n'en aura pas manqué sur la trajectoire d'Alain Prost, aussi belle qu'elle fut au bout du compte. A commencer par celle vécue avec la Scuderia Ferrari, une écurie en laquelle Prost croyait tellement fort. Un divorce à l'italienne, consommé et consumé dans les flammes. Une rupture si difficile à expliquer aujourd'hui encore. Une séparation trop douloureuse, trop brutale, trop frustrante. Celle aussi d'avec Renault, parce qu'un seul grain de sable avait suffi à enrayer la belle machine. Ou bien encore le divorce d'avec McLaren, si longtemps inimaginable, incompris comme les autres, finalement, mais pas inexplicable en vérité. Il ne faut pas oublier une chose. Peut-être la chose la plus importante, quand j'ai divorcé de chez Renault en 83, en 84, il me demandait déjà de revenir. C'est-à-dire 6 mois après. Quand j'ai divorcé avec McLaren, c'était volontairement, et que toutes les années, Ron Dennis a fait le siège pour que je revienne. Et quand j'ai divorcé de chez Ferrari en 91, même pas 15 jours après, on parlait déjà que je reprenne carrément moi l'équipe avec John Barnhart et avec d'autres managers. 15 jours après. C'est ça la chose la plus importante. Mais ça, bien entendu, c'est là où j'en veux un peu aux médias, c'est que quand on parle d'un truc, il faut toujours avoir d'abord les deux sons de cloche, et puis même eux s'ils se sont trompés dans leur jugement un jour, il faudrait quand même qu'ils fassent un peu la part des choses. Après, ils ne l'ont jamais fait. On a longtemps cru d'Alain Prost qu'il avait le cœur taillé dans du métal froid. On l'a longtemps cru blindé contre tout. On l'a longtemps cru insensible à tout. On se trompait, lourdement, gravement. C'est vrai que je suis sensible, mais je suis plus touché par la bêtise ou la méchanceté de certains journalistes que par l'opinion. C'est-à-dire que je conçois très très bien que les gens sont fans de... Tant mieux s'ils sont fans de Prost, mais je conçois très bien qu'ils soient fans de Senna ou de Schumacher ou de Piquet. Je conçois tout à fait, il n'y a aucun problème, et c'est ça qui fait justement l'intérêt du sport. Vis-à-vis de certains médias, c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps, parce qu'il y a une forme d'honnêteté intellectuelle que certains médias n'ont plus aujourd'hui. Ils n'ont pas à porter un jugement trop personnel, ils doivent informer les gens. Et là, de ce côté-là, non, j'étais pas tellement d'accord, donc c'est pour ça que ça me touche. Alain Prost, en vérité, s'est mis à étouffer à mesure qu'étaient déifiés les pilotes vedettes de la F1. Sacré roi d'un monde de fureur, il est en vérité un homme du silence, un enfant de la nature, un fils du calme qui n'aime rien moins que de se retrouver loin du mouvement, de la foule et du bruit. Le sport est la première passion d'Alain Prost, c'est chez lui un besoin vital. J'ai toujours pratiqué un sport quel qu'il soit. Alors il y a le goût de l'effort physique, le fait de se sentir bien dans sa peau en faisant du sport,
C'est devenu presque une drogue. Quand je ne peux pas en faire, je me sens mal. Donc ça devient vraiment, vraiment vital. C'est le goût aussi de découvrir des choses, des sensations nouvelles, des choses nouvelles. J'aime bien découvrir d'autres disciplines. C'est en même temps pour pratiquer quelque chose et en même temps pour découvrir une technique différente, une sensation différente. C'est un équilibre qui est physique au départ, mais qui devient psychique après. Besoin de souffler, besoin de respirer, besoin de couper les ponts avec un milieu qui avait usé son psychisme et l'avait poussé à prendre une année sabbatique. Mais Prost demeure un sportif, un compétiteur affamé d'exercice. Après le golf, il se prenait d'amour fou pour le vélo et pour les tendres paysages pyrénéens. C'est là qu'il rechargeait ses batteries dans l'éventualité d'un retour en F1 qu'il n'avait pas encore vraiment décidé. Beaucoup de sportifs d'autres sports font du vélo parce que ça leur permet de s'entraîner, ça leur permet d'avoir la condition physique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes simplement un pilote automobile, il vous manque quelque chose, il faut avoir une condition physique et peut-être que par le vélo, on peut l'avoir. Et peut-être que lui aussi retrouve un peu ses sensations de course. Parce que quand vous faites une descente, vous avez donc des virages, vous avez des angles à prendre et il retrouve la même chose et il va très très bien en descente. Oui, mais voilà, il arrive vite, le manque d'adrénaline, le manque de tout ce qui vous a fait vibrer si fort, si longtemps. Ce retour à la Formule 1, Alain Prost ne le voulait ni hasardeux, ni dénué de sens. Il s'y était préparé aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est affûté comme jamais qu'il réapparaît sur les circuits. Affûté, le moteur V10 Renault et le châssis Williams le sont également. Prost, Renault, Elf et l'histoire avaient, on s'en souvient, un vieux compte à régler. Pour le solder, Alain se devait de conquérir ce titre de champion du monde qui leur avait si bêtement échappé au début des années 80. Il était prêt à relever le défi. Nous avons retrouvé Alain après qu'il ait acquis une expérience chez McLaren, une expérience chez Ferrari. Et on a retrouvé un homme, je dirais sur l'essentiel, il est le même. C'est-à-dire avec ce même souci de perfection, ce même talent bien entendu, mais enrichi par une expérience vécue avec une autre équipe, vécue avec d'autres hommes, d'autres ingénieurs. Et donc cette expérience, il l'a en lui, il nous l'a communiquée. Donc j'ai retrouvé un Alain tel que je le connaissais, mais d'un niveau encore supérieur à celui qu'il avait atteint en 83. S'il retrouve des familiers chez Renault, Alain découvre en revanche une écurie toute nouvelle pour lui, Williams. Son intégration se fera sans problème. Entre de tels professionnels du plus haut niveau, le courant ne pouvait que passer. J'ai beaucoup apprécié les gens de chez Williams, les mécaniciens, les ingénieurs, parce qu'on sent qu'ils vivent leur passion. Et à la limite, ils en ont rien à foutre de la galerie, de la pub qu'on leur fait, de l'image. Bon, Frank Williams est dans une position aujourd'hui où il a reçu quand même beaucoup de coups sur la tête. Avec l'histoire Mansell l'année dernière, avec d'autres problèmes. En plus, il est sur sa chaise, c'est vraiment une situation horrible. Et il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de gagner. Et il a influencé son équipe dans la même direction. L'essentiel, c'est de gagner, peu importe je dis pas la manière, parce que la manière est aussi importante, mais c'est tout basé là-dessus. Pour son retour en F1, Prost était, c'est le cas de le dire, attendu au tournant. Le temps de son absence, l'univers technologique de la Formule 1 avait considérablement évolué. Mais très vite, on le verra, ferraillant comme au plus beau jour en tête de la course, en compagnie de son vieux rival Senna et de la nouvelle star de la F1, l'Allemand Schumacher. Très vite, c'est avec plaisir qu'il retrouvera, lui qui ne boit pas, le goût sucré du champagne de la victoire. Très vite, on le verra, lui qui n'aime pas la pluie et ses dangers, se battant comme un beau diable sur une piste détrempée. Très vite revinrent toutes les habitudes du métier, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Des bonnes habitudes, Senna aussi les avait gardées. Et chaque fois qu'il le pourra, il poussera Alain dans ses derniers retranchements. Malgré les victoires répétées, malgré le champagne débouché, ce ne sera pas toujours facile.
Alain connaîtra son lot de misère et de déception, comme ici à Monaco, où une sanction pour départ anticipé atteindra son moral. Déstabilisé, il lui fallait reprendre confiance. Renouant avec la victoire, il effectue une splendide moisson estivale et s'adjuge au passage son dernier Grand Prix de France à Magny-Cours, à 2 pas de la maison qu'il habitait au temps de la Formule Renault. Mais la pression demeurait forte autour de lui et il lui fallait serrer les dents. Après l'été, survint enfin la délivrance. Il l'obtenait enfin, ce titre, avec Renault et Elf, qui manquait tant pour que l'histoire fût tout à fait belle. Auréolé de sa 4e couronne mondiale, il pouvait en toute sérénité annoncer sa retraite de pilote de Grand Prix. Soulagé, heureux et comblé, c'est ainsi qu'il saluait ceux qu'il quittait. Pour moi, aujourd'hui, je pense un peu à toute ma carrière, quoi, mes 20 ans de compétition. C'est un peu l'aboutissement, moins de courses, mais l'aboutissement, c'est aussi ensemble de s'être retrouvé 10 ans après, d'avoir pu réussir ce qu'en sport, on ne réussit jamais. C'est de se retrouver 10 ans après et de faire ce qu'on n'avait pas pu faire en 83. Et puis d'une belle manière, je pense, parce qu'il y a eu vraiment une ambiance fantastique dans notre équipe cette année. Et aucun problème. Et notre équipe a quand même été un peu critiquée, surtout depuis le mois d'août de l'année dernière. Et c'est une belle revanche. Je suis vraiment très content, en plus de finir ma carrière comme ça et avec vous. Inondé de champagne et de bonheur, ému et comblé, Alain pouvait s'apprêter à quitter la F1 sans tristesse. Elle lui avait procuré trop de joie pour qu'il puisse en être autrement. C'est du reste d'un clin d'œil, en lui offrant un embrayage tout neuf, objet de funestes souvenirs de départ manqués, que ces mécaniciens anglais saluaient le départ de leur champion. Désormais, Alain était prêt pour sa nouvelle vie d'ambassadeur itinérant de Renault. Good idea. Good. Very good. Thank you, everybody. Franchement, j'espérais faire une saison encore, voire 2 saisons encore avec lui. Mais c'est sa décision. Elle n'appartient qu'à lui. On la respecte, donc pas de problème. Et je connais suffisamment Alain pour savoir s'il a pris une telle décision. C'est en toute connaissance de cause, c'est parfaitement réfléchi. Et donc, il a raison. Quand on s'appelle Alain Prost, quand on est champion du monde pour la 4e fois, eh bien, il faut savoir s'arrêter. Il a su le faire et on ne peut que la respecter parce que c'est le privilège d'un grand champion. Parce que souvent dans la vie, on aimerait bien s'arrêter, on ne peut pas. Alors que lui, son privilège, c'est d'avoir pu s'arrêter quand il a voulu s'arrêter. But Alain Prost, I think, will go down in the history of the sport as the professor, as the driver who is the thinking man's driver and very much respected by all. Nous étions un peu tristes de te voir t'en aller, mais il était beau ton dernier podium, Alain. Beau et émouvant. Tu as merveilleusement réussi ce que dans le sport, aussi bien que dans la vie, tant d'autres n'ont pas su ou pas pu faire. Sortir par la grande porte, partir en beauté, en pleine gloire, en champion adulé, en homme comblé, admiré et respecté. Tu n'as pas fait le combat de trop que tant d'autres font, hélas, par orgueil, à moins que ce ne soit par faiblesse. Nous étions un peu tristes, et peut-être l'étais-tu, toi aussi, quelque part au fond de toi, quelque part dans un repli de l'âme à jamais refermé, puisque tu as tourné le dos à la Formule 1 pour toujours. Tu as maintenant retrouvé des paysages et des visages familiers. Une nouvelle vie, que tu refuses d'appeler retraite, s'ouvre maintenant devant toi. Une vie loin des feux de l'actualité et du vedettariat, mais on n'en doute pas, qui sera aussi bien remplie et aussi bien réussie que ta vie de sportif de très haut niveau. Moi, la reconversion, je l'emploie parce qu'on l'emploie, mais pour moi, ce n'est pas considéré comme reconversion. C'est une suite logique à ma carrière et une suite logique à ma vie qui sera de toute façon différente. Donc c'est un mode de vie différent.
Alors, c'est sûr que je n'ai pas besoin de travailler 8 heures par jour, mais je le ferai s'il y a quelque chose de motivant, de très motivant, et même sans gagner d'argent. Je suis incapable de ne pas travailler, c'est-à-dire de ne pas avoir au moins un intérêt pour faire quelque chose. L'idéal serait de construire quelque chose. Quand je dis construire, c'est de créer quelque chose et donc je trouverai certainement quelque chose de motivant qui me prenne peut-être pas tout mon temps, parce que j'ai envie de vivre aussi, j'ai envie de profiter de mes enfants. Ça, ce serait la meilleure, comme vous dites, reconversion. Vous pouvez l'applaudir quand il passe devant vous. Merci. Et voilà le jeune Prost, Nicolas. Avec évidemment le casque de papa. Je pense sincèrement que si un de mes enfants était très doué pour la course automobile, qu'il ait vraiment très envie de le faire, qu'il soit très motivé, pourquoi l'en empêcher? Par contre, si c'est simplement par caprice, ça c'est sûr qu'il n'en fera pas, parce que je ferai tout ce que je peux pour l'en empêcher. Il ne faut pas oublier qu'à la base de tout, il y a le plaisir et la passion, et que c'est pas possible d'oublier ça, même si on arrête une carrière, d'oublier ça du jour au lendemain. Donc quand je vais faire du karting avec mes enfants, ou quand je vais conduire une voiture n'importe où, sur la terre, sur la glace ou sur la piste, c'est de toute façon un plaisir, n'importe quel type de voiture. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Elle était belle aussi, cette soirée à Bercy où tu as définitivement bouclé la boucle de ta vie de champion du volant. Il était émouvant, et on ne savait pas encore à quel point il était riche et lourd de symboles, ce dernier duel que tu as livré à Ayrton Senna, au volant de ces drôles de machines qui vous avaient tous deux révélé à votre passion commune. Elle était belle, cette idée de saluer ainsi la foule en tendant la main vers ton enfance, en baissant le rideau sur la scène du théâtre qui avait fait de toi un géant. De point de braquage en point de corde, tu as vécu à 300 à l'heure, sans jamais perdre ce sourire venu de l'enfance et qui donne un sens à la vie. De point de braquage en point de corde, tu as foncé au-devant de la gloire, sans jamais oublier qu'au départ, ce n'était qu'un jeu. De point de braquage en point de corde, tu ne t'es pas laissé griser, sachant toujours qu'humble mortel, on n'est pas étoile pour l'éternité. De point de braquage en point de corde, tu as appris dans l'exercice de ta passion un plaisir immense que tu as donné en partage autour de toi. Tu as eu du talent sur la piste comme dans la vie. Et nous te remercions et nous te saluons bien bas, champion.